Le Canada a été créé en 1867, comme on l'a vu, et on a compris comment se séparent les pouvoirs entre les différents paliers de gouvernement, soit l'Angleterre, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou même les gouvernements municipaux. Mais au-delà de la création de cette nouvelle entité géographique et au-delà du fait qu'il y aura des impacts, comme on l'a vu sur le plan économique, il y a des questions qui commencent à se poser au Québec. Et cette question, elle est claire. Cette question, c'est quelle est la place du Québec à l'intérieur du Canada? Fait que par cette capsule-là, moi, ce que je veux montrer, c'est bien, je vais vous présenter différentes visions. Euh, Quatre visions de quatre individus différents qui, à mon avis, résument assez bien justement cette question-là. Quelle est la place du Québec à l'intérieur du Canada? Donc, on parlera de la vision de Jules-Paul Tardivelle, on parlera de la vision d'Honoré Mercier, d'Henri Bourassa, de Wilfrid Laurier, quatre Québécois qui vont s'interroger et qui auront justement un aperçu, une vision différente du futur du Québec à l'intérieur du Canada. Puis on essaiera de comprendre justement laquelle de ces visions-là sera peut-être la plus appuyée ou en tout cas la vision dominante. euh, au Québec. Tout ça, puis ce que je vais faire aussi, c'est d'une certaine manière, c'est de passer à travers les 50 premières années de la Confédération et voir justement que ces visions-là sont d'une certaine manière alimentées ou en tout cas encadrées par deux crises majeures qui vont secouer le Canada. L'une dès les premières années d'existence du Canada, ce sera l'affaire Riel, et une au 50e anniversaire ou autour du 50e anniversaire du Canada, c'est la crise de la conscription qui va avoir lieu pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Donc, on va commencer en parlant d'abord de l'affaire Riel. Donc, c'est un événement qui se produit dans l'Ouest tout nouvellement acheté par le gouvernement fédéral. Donc, ça ne se passe pas nécessairement au Québec, mais c'est une affaire qui va avoir des répercussions très importantes au Québec. Donc, comme on l'a vu, un des objectifs de la Confédération, c'était d'aller coloniser l'Ouest, donc construire un chemin de fer et coloniser l'Ouest. Et immédiatement, ben, ce que va décider de faire le gouvernement fédéral, c'est quoi? Ben, c'est de commencer justement à envoyer des colons vers l'Ouest. Au départ, des colons qui vont provenir de l'Ontario et du Québec, et éventuellement, ben, des colons qu'on essaiera de faire venir d'Europe. Il y aura une vaste campagne de publicité justement pour aller chercher des Européens et les envoyer vers l'Ouest. L'objectif du gouvernement fédéral, c'était d'aller peupler ce territoire, donc une espèce d'une zone qu'on appelle la colonie de la Rivière-Rouge, qui était largement peuplée d'Amérindiens et de Métis, qui vivotaient encore, euh, faisaient encore un peu de trappe de fourrure et donc s'organisaient sur ce territoire-là. Mais dès le moment où le gouvernement du Canada achète la terre de Rupert de la Compagnie de la baie d'Hudson, euh, leur vie va changer. Les gens de cette colonie de la Rivière-Rouge, leur vie va changer profondément. Comment? Ben, c'est que le gouvernement fédéral commence à envoyer des arpenteurs pour diviser le territoire en lots. Des lots qu'on pourra vendre ou même louer à des colons qui éventuellement viendront. Ça faisait, comme je l'ai dit, ça faisait partie du plan des pères de la Confédération. Donc, des colons commencent à arriver dans la colonie de la Rivière-Rouge autour de 1869. Et là, immédiatement, ben, il y a des Métis et des Amérindiens qui commencent à s'organiser, à se structurer pour faire reconnaître leurs droits. Ils habitaient là, après tout, depuis quand même assez longtemps. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si ils n'avaient pas nécessairement de droit de propriété, c'est ça le problème. Et donc, on s'organise, on se structure pour essayer de faire reconnaître les droits de propriété. Donc, une espèce de forme de gouvernement provisoire qui s'installe dans cette colonie-là et afin de négocier avec le gouvernement du Canada. Or, pour organiser justement cette résistance face au gouvernement fédéral, pour organiser ce mouvement de reconnaissance des droits, les Métis de l'Ouest de la colonie de la Rivière-Rouge, vont se tourner vers un des leurs, c'est-à-dire Louis Riel. Louis Riel, c'est qui en 1869-1870? Ben, c'est un jeune étudiant. On avait reconnu ses talents sur le plan intellectuel assez rapidement dans l'Ouest et des gens s'étaient organisés pour qu'ils puissent aller étudier au Québec dans un collège classique, peut-être possiblement pour qu'ils puissent devenir religieux. Donc, il va étudier au Québec, il va étudier au Collège de Saint-Hyacinthe, sera un étudiant tout à fait typique de son époque, mais à partir du moment où il y a des tensions qui commencent à apparaître dans l'Ouest, Louis Riel va quitter le Québec et va s'en retourner dans l'Ouest et de façon spontanée, comme il y a un peu plus d'éducation que les autres, de façon spontanée, va... on va se tourner vers lui pour diriger ce mouvement de résistance de la colonie de la Rivière-Rouge.
Donc, ce mouvement-là donc s'organise, se structure et que ben, finalement, il va commencer à y avoir des tensions énormes entre le gouvernement fédéral et les Amérindiens. Ce que souhaite Louis Riel, c'est de créer justement une province, de créer justement une nouvelle province où on reconnaîtrait les droits des Métis et des Amérindiens, on leur reconnaîtrait un droit de propriété. Ce que souhaitait Louis Riel, c'est d'avoir une province bilingue, un peu calquée sur le modèle du Québec. Donc, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir donc des négociations. Éventuellement, le souhait de Louis Riel va être exaucé, c'est-à-dire on va créer le Manitoba en 1870, sauf qu'il y aura il va y avoir une série d'événements, notamment des tensions entre les colons et les Amérindiens, des colons notamment qui viennent de l'Ontario, qui s'installent dans l'Ouest, des tensions avec les Amérindiens. Le gouvernement provisoire procède à quelques arrestations, donc le gouvernement formé des Métis et des Amérindiens. Et dans toutes ces tensions-là, ben, il se retrouve qu'il y a un colon qui sera tué, qui va mourir. Et de telle sorte que certains leaders métis seront poursuivi d'une certaine façon. Et la tête de Louis Riel est mise à prix et Louis Riel doit fuir son territoire avant même que le Manitoba soit créé. Il va s'enfuir aux États-Unis et il va y passer une quinzaine d'années. Donc, en bout de ligne, on pourrait dire que l'événement se termine quand même bien. Création du Manitoba, on reconnaît des droits de propriété aux populations qui étaient déjà là. Sauf que c'est pas nécessairement, ça ne fait pas nécessairement l'affaire des Métis et des Amérindiens qui, graduellement, en fait assez rapidement, après la création du Manitoba, vont vendre leurs terres et vont s'en aller davantage vers l'ouest, vers ce qui serait présentement la Saskatchewan, afin de continuer à vivre un peu comme ils le faisaient auparavant. Sauf que, justement, 10 ans, 15 ans plus tard, c'est inexorable, c'est inévitable. Le chemin de fer se poursuit. La construction du chemin de fer avance vers l'ouest et appelons ça, la colonisation va finir que par rattraper ces métis qui sont partis vers l'ouest. Et en 1885, ce produit, en fait, recommence finalement les événements de 1870, c'est-à-dire que des colons vont commencer à débarquer sur des terres sur lesquelles habitent des Métis et des Amérindiens. Le même procédé reprend en 1885 et que finalement, ben, à ce moment-là, on va recommencer le même procédé qu'en 1870. Donc, on reprend le procédé et qu'on va rechercher Louis Riel pour diriger ce mouvement-là. Sauf qu'en 1885, les choses sont différentes. Le gouvernement fédéral est installé sur des bases des assises plus solides et le gouvernement fédéral refuse carrément de négocier avec les Amérindiens comme on l'avait fait en 1870. Et c'est à ce moment-là, justement, que les Métis vont se soulever contre le gouvernement fédéral, mais que ce soulèvement sera rapidement écrasé. Louis Riel est identifié comme le leader du mouvement et va être arrêté. Et on va lui faire subir un procès. Pardon. Donc, on va lui faire subir un procès. On le voit ici dans le box des accusés en plein milieu et qu'on va le reconnaître coupable de haute trahison. Et Riel est pendu le 16 novembre 1885 à Regina. Donc, ce sont des événements qui se passent quand même loin du Québec, mais qui auront des impacts importants au Québec. Important comment? Ben, c'est qu'au Québec, on perçoit Louis Riel comme étant un Canadien français et surtout un catholique. C'est donc dire que les choses ont bien changé. On commence davantage au Québec à s'identifier que d'abord comme étant des catholiques. Et là, ben, c'est la peur. C'est la peur au Québec, comme quoi les minorités francophones et catholiques hors Québec sont nettement moins bien protégées. C'est ce qu'on se dit, nettement moins bien protégées que, par exemple, la minorité anglo-protestante ne l'est au Québec. Alors là, c'est donc Riel, il est perçu comme ça. Et on le perçoit comme un martyr, c'est-à-dire le gouvernement fédéral n'avait pas à pendre Louis Riel et on commence à le décrire un peu comme un personnage, comme une espèce de saint, comme un martyr, justement. Il est mort à cause de sa religion. C'est comme ça que c'est perçu au Québec. Et ça va amener un branle-bas de combat assez spectaculaire, branle-bas de combat, justement, il y aura des répercussions importantes sur le plan politique. Ça, j'y reviendrai dans une autre capsule. C'est à peu près à ce moment-là, justement, qu'on commence à réfléchir, comme je le disais au début, au Québec, sur quelle devrait être la place du Québec à l'intérieur du Canada, quelle devrait être la place des Canadiens français à l'intérieur du Canada. Et c'est là que je vais vous présenter, justement, quatre perceptions, quatre visions différentes. Je commence avec
un individu qui est un contemporain de Louis Riel, qui a bien suivi cette période-là. Il s'appelle Jules-Paul Tardivelle. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Donc, on va le connaître un peu. Jules-Paul Tardivelle, c'est un journaliste. C'est un cas qui est très intéressant. Son père, il est français et sa mère est britannique. Il est né aux États-Unis. Ses parents avaient immigré aux États-Unis, au Kentucky. Et c'est un type qui est élevé dans la foi catholique. C'est un catholique très pratiquant. Et aux États-Unis, ben, le catholicisme est un peu mal perçu au 19e siècle. Et Tardivelle veut poursuivre des études et découvre justement cet univers pour lui qui est quasiment idéal, c'est-à-dire cet univers qui est très catholique, c'est le Québec. Donc, il va venir faire des études au Québec dans des collèges classiques et éventuellement deviendra journaliste. Donc, lui, ce dont il parle, il va développer une pensée qui est très originale. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est que le nationalisme en devrait être un de survivance, c'est-à-dire que c'est un des premiers à vraiment s'intéresser à la nécessité de préserver la langue française, de bien l'enseigner, de la préserver. Et que c'est ce qui fait justement que les Canadiens français sont uniques en Amérique du Nord. Préserver aussi la foi, préserver les institutions comme la religion, préserver la loi, enseigner l'histoire du Québec comme il le faut. Donc, il dit que justement, les Canadiens français forment une nation tout à fait originale en Amérique et on doit tout faire justement pour se défendre contre l'univers anglo-saxon euh, qui englobe le Québec. C'est un type qui est très attaché, comme je le disais, aux institutions traditionnelles. Donc, il dit, lui, les Canadiens français sont attachés, ce sont essentiellement des agriculteurs. Donc, il faut faire en sorte que le monde industriel ne vienne pas complètement écraser le monde agricole. Selon lui aussi, les Canadiens français ont une mission évangélisatrice, c'est-à-dire propager la vraie foi, c'est-à-dire selon lui la foi catholique, propager cette foi-là partout en Amérique du Nord. Donc le spirituel doit dominer le temporel, c'est-à-dire que le pouvoir religieux doit dominer sur le pouvoir politique. Donc vous voyez, c'est un type qui est vraiment, en tout cas de ce point de vue-là, rejoint tout à fait la pensée des ultramontains. Donc c'est un gars qui est intéressant. Sauf que sa vision, quelle est la place du Québec à l'intérieur du Canada, ben elle va être tout à fait originale. Et cette vision-là, il va la transmettre par différents ouvrages notamment son journal La Vérité qui est un journal donc qui sera publié pendant une vingtaine d'années à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et c'est à travers principalement cet outil-là donc une revue qui est publiée de façon, un journal qui paraît donc une fois par semaine, que ces idées seront avancées. Mais il va également faire de nombreuses conférences, il va faire de nombreuses conférences, il va écrire des livres aussi. Donc cette vision-là, c'est quoi? Donc cette vision-là, c'est pour Tardivelle, c'est qu'il y a une seule solution justement pour qu'on puisse préserver, c'est l'indépendance du Québec, préserver les institutions, la foi, la langue et ainsi de suite, préserver justement l'originalité de la nation canadienne-française, c'est l'indépendance. Et 5 éléments sur lesquels, justement, il appuie son raisonnement, c'est qu'il réalise qu'il y a une mise en minorité croissante du Québec à l'intérieur du Canada, c'est-à-dire que le poids démographique du Québec n'est appelé qu'à baisser continuellement. Donc, il dit que ça peut être dangereux. Euh, Se basant sur l'affaire Riel et d'autres exemples, ben, c'est le non-respect des droits scolaires des catholiques hors Québec. Donc, il dit c'est impossible finalement, le gouvernement du Canada, le Canada, ne fera pas de place aux catholiques ailleurs qu'au Québec. Le gouvernement fédéral a une forte tendance centralisatrice, c'est-à-dire que l'analyse que fait Tardivelle, c'est que le gouvernement fédéral va vouloir retirer beaucoup de pouvoir aux provinces. Il y a un danger justement de cette en fait, du Canada, c'est quoi? C'est qu'on s'en va vers l'industrialisation. Donc, pour lui, un Québec indépendant permettrait justement d'avoir une société davantage agricole qu'industrielle. Et puis finalement, pour lui, la goutte qui fait déborder le vase, ben, c'est l'affaire Riel qui fait la preuve par A plus B que les droits des francophones et catholiques hors Québec ne seront jamais préservés. Donc, basé là-dessus, Tardivelle propose justement l'indépendance du Québec, mais bon, sa pensée, elle est suivie. Comme je vous l'ai dit, il va quand même publier son journal pendant une vingtaine d'années et il est lu, il est écouté, mais c'est quand même, donc cette vision-là ultramontaine, elle est suivie, mais sa solution sur le plan politique, l'indépendance, va demeurer toutefois marginale. Une autre vision, c'est celle d'Honoré Mercier.
Honoré Mercier, c'est un cas intéressant. Il sera premier ministre du Québec entre 1887 et 1891. C'est relativement court, mais en même temps, il aura un impact considérable sur la façon d'administrer la province de Québec. Je vous dirais même que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, Mercier est un peu un modèle sur, sur la façon, en fait, il va devenir un modèle duquel plusieurs premiers ministres vont s'inspirer. Donc, c'est un cas intéressant. Son père était un patriote. Il a fait partie de ceux qui avaient été exilés en Australie. Donc, pendant toute son enfance, Mercier est bercé par ces histoires, ces récits des patriotes qui ont tenu tête au gouvernement anglais durant les années 1830. Mais en même temps, son éducation, il va la suivre chez les jésuites, donc dans un collège classique à forte teneur religieuse, appelons ça comme ça. Donc, Mercier, il y aura cette espèce de patriotisme, mais en même temps, il y aura aussi ce respect de l'institution qui s'appelle l'Église catholique. Alors Mercier, lui, il va dire quoi? Ben Mercier, justement, il va essayer justement de stimuler ces Canadiens français. En fait, lui, ce qu'il va dire, son message essentiellement, c'est le suivant, c'est que les Canadiens français doivent absolument se tenir ensemble pour justement pouvoir résister du mieux qu'on peut à l'univers anglo-saxon dans lequel ils sont plongés. Mes frères Canadiens français, dit-il dans un discours très célèbre, cessons nos luttes fratricides, donc cessons de nous battre entre nous et unissons-nous. Son rêve, ce serait de créer un parti national, donc un seul parti politique qui représenterait les intérêts de tous les Canadiens français. Et c'est justement l'affaire Riel, la pendaison de lui Riel, ben, ça va lui donner l'occasion presque de réaliser ce rêve-là, de créer un parti qui réunirait les nationalistes de toutes les tendances. L'affaire Riel fait quoi? Ben, c'est qu'il y aura définitivement au Québec un appui massif à la cause de Riel, et tant des gens du Parti libéral que du Parti conservateur vont être outrés de la pendaison de leurs frères canadiens-français. Et c'est à ce moment-là que Honoré Mercier va réussir à s'emparer du pouvoir. Donc, une fois au pouvoir, Honoré Mercier en 1887, ben là, c'est ça, c'est que cette prise de pouvoir-là, justement, elle va arriver avec l'élection de 1800. En fait, il y a une élection à la fin de 1886 où les libéraux vont remporter 33 sièges et les conservateurs vont prendre 26 sièges. Et que, ben, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il va y avoir des conservateurs indépendants qui vont siéger. Donc, le gouvernement conservateur de l'époque, c'était le gouvernement, le premier ministre s'appelait John Jones Ross. Le gouvernement va prétendre pouvoir gouverner, euh, va vouloir demeurer au pouvoir en 1886 après l'élection. Les conservateurs disent que les libéraux n'ont pas la légitimité pour former le gouvernement. Les conservateurs vont dire, après tout, on a ramassé 46 des votes contre seulement 40 pour les libéraux. Donc, le gouvernement de John Jones Ross, qui était premier ministre, tente de continuer à gouverner, mais ça ne fonctionnera pas et le premier ministre Ross va être obligé de démissionner au mois de janvier 1887. Donc, Ross tente de gouverner. Il démissionne le 23 janvier de 1887. Il avait tenté de gouverner, comme je le disais, même s'il avait perdu les élections. Il démissionne. Il est remplacé par Louis-Olivier Taillon, qui lui aussi va tenter de rester en place, même si son parti a perdu les élections. Et lui-même va démissionner le 27 janvier 87. Donc, son gouvernement, M. Taillon, ne durera que 4 jours. Et c'est à ce moment-là que c'est l'opposition, menée par Honoré Mercier, qui va s'emparer du pouvoir. Donc, Honoré Mercier prend le pouvoir en 1887 et là va imposer, comme je le disais, un style nouveau comme premier ministre du Québec. C'est quoi? Ben d'abord, on va définir justement la pensée de Mercier comme étant une espèce de nationalisme culturel. Donc, un peu comme Tardivelle, il va parler de la défense de la foi, il va parler de la défense de la langue. Et pour ça, ben, Honoré Mercier est très favorable à l'idée de développer l'éducation, même si l'éducation était entre les mains du clergé à ce moment-là. Il va tenter d'ouvrir des écoles, notamment des écoles du soir, afin que les ouvriers des villes de plus en plus nombreux, de Montréal et de certaines autres villes, afin que ces ouvriers-là, ces travailleurs urbains, puissent continuer à avoir une certaine éducation. Mais évidemment, il va se heurter justement à une certaine opposition du clergé, mais on voit qu'il y a vraiment une volonté de développer l'éducation.
Nationalisme économique, ce que va vouloir faire Mercier, c'est puis et là, il va vraiment donner un gros coup pour ça, c'est de moderniser l'agriculture et aussi moderniser la colonisation du Québec. Il va favoriser la colonisation. Et ce qu'il va chercher à faire, c'est que justement, les agriculteurs puissent s'intégrer dans une économie de marché. Fait que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire construire, par exemple, des chemins de fer, afin que les campagnes ne soient plus si éloignées que ça des villes, afin justement que les produits qui sortent des fermes québécoises puissent être écoulés dans les villes comme Montréal et Québec, mais peut-être même commencer à voir s'il n'y aurait pas moyen d'exporter vers les États-Unis. Donc, il va faire beaucoup pour la colonisation. Il va même créer le ministère de la colonisation. Il sera lui-même titulaire il sera lui-même ministre de la colonisation et fait quand même assez intéressant. Il va se trouver un sous-ministre à la colonisation et c'est le célèbre curé Labelle, le curé Antoine Labelle, qui lui a un rêve de développer tout le nord de Montréal, donc les Laurentides. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'intégrer justement l'agriculture québécoise dans une économie de marché. Donc, Mercier va quand même faire beaucoup pour moderniser cette agriculture québécoise. Le nationalisme de Mercier, c'est également un nationalisme politique. Mercier va faire la promotion de l'autonomie provinciale. Donc, pour revenir à ma question initiale que je posais au début du cours, quelle est la place du Québec à l'intérieur du Canada? Ben, Mercier va dire le Québec a sa place à l'intérieur du Canada, mais à certaines conditions. Donc, d'abord, le respect de l'autonomie provinciale, c'est-à-dire que l'Acte d'Amérique du Nord britannique a divisé les pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces. Les provinces ont leur champ de compétences et selon Mercier, dans ces champs de compétences, les provinces sont tout à fait autonomes et le gouvernement du Canada n'a pas à venir y mettre son nez. Donc, le respect des droits des provinces. Mais pour qu'on puisse y arriver, selon lui, c'est que le Canada doit vraiment être indépendant et complètement indépendant de l'Angleterre. Donc, pour qu'on puisse développer une nation originale et nouvelle, le Canada doit déclarer son indépendance de l'Angleterre, s'extraire d'une certaine manière du système britannique. Donc, pour lui, c'est ça sa vision. Le Québec a sa place à l'intérieur du Canada, le Québec peut fonctionner à l'intérieur du Canada, mais le gouvernement fédéral doit respecter les provinces. Et en tant que tel, ce qu'il va réussir à faire, ce qui est quand même intéressant, en 1887, donc quelques mois seulement après son arrivée au pouvoir, Honoré Mercier va convoquer la première conférence des premiers ministres du Canada. Donc à ce moment-là, le Canada compte 5, 6, 7 provinces. On va convoquer les premiers ministres provinciaux à une conférence à Québec, donc une conférence des premiers ministres sans la présence de représentants du gouvernement fédéral. Donc vraiment, le message qu'il lance à ses acolytes provinciaux, c'est faut que les provinces doivent être autonomes. Le gouvernement fédéral doit respecter justement l'autonomie des provinces. Donc, Honoré Mercier va peut-être être véritablement le premier ministre de l'histoire du Québec à placer les intérêts du Québec avant ceux du Canada. Donc, respectons d'abord les droits du Québec avant le Québec d'abord et le Canada ensuite. C'est un petit peu le message que lance Mercier. Et je vous dirais que pour la suite des choses, les premiers ministres qui vont suivre à la fin du 19e et pour une bonne partie du début du 20e siècle, les premiers ministres vont se réclamer justement de cette tradition amorcée par Honoré Mercier. Une troisième vision qui serait un peu différente. Donc, Tardivelle souhaitait l'indépendance, Mercier voulait l'autonomie provinciale. Une troisième vision qui est, ma foi, très répandue, c'est celle de Henri Bourassa. Bon, avant d'être une station de métro ou un grand boulevard, Henri Bourassa, c'était un homme politique. C'est un cas très intéressant. D'abord, c'est le petit-fils de Louis-Joseph Papineau. Alors, son père, Napoléon Bourassa, qui était un artiste très reconnu au Canada au 19e siècle, au Québec au 19e siècle, donc ce Napoléon Bourassa avait épousé une des filles de Louis-Joseph Papineau. Donc, on dit qu'il a hérité du grand-père d'une espèce d'esprit bouillant, d'un esprit vraiment, donc d'une grande intelligence. Mais en même temps, il a été élevé de façon curieuse, comme sa mère est morte très jeune, il a été élevé par une de ses tantes et il a été élevé dans la foi catholique. Donc, il y a un peu ce bouillonnement hérité peut-être du grand-père, mais c'est un type qui est très catholique, qui est très croyant, qui est très attaché justement à cette institution qui est l'Église catholique. Donc, très rapidement, il va devenir maire de Montebello. Je pense qu'il avait 23 ou 24 ans. Il va devenir un député fédéral à 28 ans. Donc, très jeune, il est déjà animé
nommé par la joute politique. Donc, il va devenir député fédéral. Il va être élu dans l'équipe de Wilfrid Laurier en 1896. Mais très rapidement, comme son indépendance d'esprit et le fait que, en fait, on trouve qu'il parle trop, qu'il n'est pas capable de prendre sa place, très rapidement, il va quitter cette politique. Il va toujours tourner autour de la politique, mais il va changer de parti d'une fois de temps en temps. Mais son objectif premier à Henri Bourassa, c'est faire de l'éducation populaire. Ce qu'il veut, c'est que la population soit éduquée. Ce qu'il veut, c'est que la population soit connaissent bien le fonctionnement politique, connaissent bien les grands enjeux. Et c'est pour ça qu'il va fonder un journal qui va devenir très important dans l'histoire du Québec. Il fonde le journal Le Devoir en 1910. Et c'est quoi son objectif? C'est d'avoir justement un journal qui serait indépendant des partis politiques. Il faut comprendre qu'au début du 20e siècle, la plupart des journaux étaient soit carrément la propriété des partis, soit les libéraux, soit les conservateurs, ou des journaux donc qui étaient vraiment teintés. Donc, ce que veut Henri Bourassa, c'est de créer un journal qui serait complètement indépendant des partis politiques, qui serait capable de critiquer soit les libéraux, soit les conservateurs quand vient le temps de le faire. Et c'est un journal qui a une vocation d'éduquer la population de façon générale. Et à travers justement les pages de son journal, à travers ses très nombreuses interventions publiques, ses très nombreux discours, à travers ses différents passages justement politiques, Henri Bourassa va développer un discours. Et ce discours, c'est quoi? La patrie, c'est le Canada. Donc, le Canada doit devenir une nation bilingue et biculturelle. Les Canadiens français ont leur place dans leur Canada et pour lui, justement, il faut combattre un ennemi. Un ennemi, c'est quoi? Ben, c'est l'orangisme. L'orangisme, c'est euh, cette espèce de pensée britannique, très attachée encore aux valeurs de l'Empire britannique. Donc, il dit, il faut se débarrasser de ça. Le Canada doit devenir indépendant, et une fois que le Canada sera indépendant, les deux nations, c'est-à-dire les anglophones, les francophones, remarquez qu'on parle à peu près pas des Amérindiens ici, donc les deux nations doivent pouvoir s'épanouir côte à côte, et selon Henri Bourassa, dans sa vision des choses, il n'y a rien qui pourrait empêcher les Canadiens français d'aller s'installer au Manitoba, en Saskatchewan, et ainsi de suite. Les deux nations peuvent s'épanouir côte à côte, mais le principal ennemi pour Henri Bourassa, c'est justement cette pensée de bien des anglophones, bien des anglo-canadiens qui sont encore, selon lui, beaucoup trop attachés à l'Empire britannique. Donc, on a Tardivelle qui parle d'indépendance, Mercier qui parle d'autonomie provinciale, Henri Bourassa, lui, a une vision davantage fédérale des choses. La quatrième vision que je vais vous présenter, c'est celle de Wilfrid Laurier. Wilfrid Laurier, c'est quand même un personnage marquant. Pourquoi? Ben, c'est le premier francophone à devenir premier ministre du Canada. Donc, seulement ça, d'abord, c'est être le premier francophone à devenir chef d'un parti fédéral. Et seulement pour ça, c'est un personnage donc qui va être extraordinairement populaire au Québec. Et cette popularité qu'il a au Québec, ben, ça va le porter au pouvoir en 1896 et demeurera premier ministre du Canada pendant quand même 15 ans. Euh, c'est quand même intéressant de constater que dans sa jeunesse, il s'était opposé à la Confédération. C'est un allié de Médéric Lanctot, mais ça va partir assez rapidement et il va amorcer sa carrière de politicien. Il va devenir quand même assez jeune député au gouvernement, au Parlement à Ottawa et deviendra, comme je le disais, en 1887, le chef du Parti libéral du Canada et en 1896 deviendra le premier francophone, donc, à diriger le Canada. Et là, lui, ben, Laurier, ben, est-ce qu'il s'inspire de Tardivelle? Est-ce qu'il s'inspire de Mercier? Est-ce qu'il s'inspire d'Henri Bourassa? Wilfrid Laurier s'élève un petit peu, lui, au-dessus de la mêlée. Wilfrid Laurier va tenter de gouverner, comme il le disait lui-même, au milieu, c'est-à-dire essayer à la fois, justement, de tenir compte des intérêts des Canadiens français, mais également des anglophones. Il doit composer, comme je disais, avec les nationalistes canadiens français et l'orangisme britannique, mais pour lui, la seule chose qui compte, c'est le développement économique du Canada. Pour lui, le Canada possède tous les atouts pour connaître un développement spectaculaire au 20e siècle. Il va dire d'ailleurs, le 20e siècle sera le siècle du Canada. Pour lui, c'est dans sa vision des choses, le Canada possède les mêmes avantages que pouvaient avoir les États-Unis. Et lui, ce qu'il se disait, c'est que si les États-Unis avaient connu un développement extraordinaire
imaginaire au 19e siècle, ben, le 20e siècle serait celui du Canada. Donc, il ne s'empêtre pas dans un discours religieux, il s'empêtre pas dans un discours trop nationaliste. Pour lui, il dit les gens vont être heureux si ils ont de l'argent. Les gens vont être heureux si on vit dans la prospérité. Et c'est pour ça que justement, il se lance dans le libéralisme économique, il fait la promotion du libéralisme économique, c'est-à-dire nous devons nous tourner vers le développement industriel afin d'assurer notre prospérité. Il dit regardez les nations qui sont les plus prospères au monde, c'est l'Angleterre, c'est la France, c'est l'Allemagne, ce sont les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait le virage industriel. Donc, c'est seulement dans ces conditions-là que Laurier, dit Laurier, c'est seulement dans ces conditions-là que les gens seront heureux et seront prospères. Donc, pour lui, il ne s'empêtre pas dans des discours trop zélés, dans une dans une logique politique trop importante, trop fermée. Pour lui, le seul moyen, la clé pour rendre les gens heureux, c'est la prospérité. Et la prospérité n'arrivera qu'avec le libéralisme économique. Et je vous dirais que de façon générale, il est tellement populaire, Laurier, qu'il y a beaucoup de gens qui vont se ranger d'une certaine façon derrière lui. Donc, les Québécois se posent énormément de questions. Et malgré, par exemple, la popularité de Laurier, malgré la popularité d'Henri Bourassa, les Québécois demeurent quand même sceptiques un peu face au Canada. On a encore dans le fond de la gorge cette espèce d'histoire de Louis Riel qu'on ramasse, qu'on ramène constamment. Et le doute va encore davantage s'installer avec la crise de la conscription en 1917. Donc, c'est une crise majeure qui, encore une fois, va mettre sur la sellette d'une certaine façon le Québec francophone et catholique, qui aura une vision diamétralement opposée du rôle du Canada dans la Première Guerre mondiale. Première chose qu'il faut constater, c'est que le Canada entre en guerre en même temps que l'Angleterre, en 1914. Pourquoi? Il faut se le rappeler, c'est l'Angleterre, selon l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est l'Angleterre qui contrôle encore les affaires extérieures du Canada. Donc, le Canada entre en guerre en même temps que l'Angleterre en 1914. Évidemment, le gouvernement du Canada demande aux Canadiens une participation volontaire. Et assez rapidement, il y a un enrôlement assez important. Ben, en fait, c'est l'attachement à l'Empire britannique qui va pousser beaucoup de gens justement à s'enrôler dans l'armée. Au Québec, on demeure assez froid à ça. Sauf que cette Première Guerre mondiale, elle est différente des autres, c'est-à-dire qu'elle s'étire, elle s'étire et elle s'étire, et surtout la force de destruction que l'on possède au début du 20e siècle, elle est telle que les pertes vont être massives. En fait, on n'aura jamais vu justement autant de pertes en peu de temps. Donc, assez rapidement, dès fin de 1915 en 1916, il y a un grand besoin en soldats, c'est-à-dire que l'enrôlement volontaire n'est plus suffisant justement pour permettre au gouvernement fédéral de remplir ses obligations par rapport à l'Angleterre. En 1917, le premier ministre Robert Borden propose un projet de loi qui commence à évoquer une conscription. La conscription, c'est quoi? Ben, c'est un enrôlement obligatoire de jeunes hommes dans l'armée. Et là, ben, au Québec, c'est tous les milieux nationalistes, donc qu'on soit libéral, qu'on soit conservateur, tous les milieux nationalistes au Québec, en fait, le Québec francophone et catholique s'oppose à cette conscription-là. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une guerre britannique, que le Canada, que le Canada n'a rien à y faire là-dedans. Et donc, de façon générale, les Québécois, donc la majorité francophone et catholique, s'opposent justement à la participation à la guerre. Faut voir que les Anglais vont tenter, le gouvernement fédéral, excusez-moi, va tenter d'enrôler, va faire des campagnes de publicité pour essayer d'enrôler des soldats. Je vous en montre quelques exemples ici, comme celle-ci, donc rejoindre les grenadiers canadiens. On remarque donc que les soldats sont habillés essentiellement à la britannique. Euh, euh, Ici, en fait, ce qu'on remarque essentiellement, c'est que ce sont des campagnes de publicité. On aurait l'impression que la campagne de publicité a été faite par le gouvernement anglais, mais ce sont bien des campagnes de pub faites par le gouvernement fédéral. Et on peut comprendre à quel point les Canadiens français ne se sentent pas attirés par ces pubs-là. On va bien tenter de faire des pubs adressées aux Canadiens français, où on parle justement, venez dans tel ou tel régiment parce qu'ils sont dirigés par des francophones, mais c'est la minorité. Essentiellement, à cette époque-là, quand on s'enrôle dans l'armée canadienne, tout se passe en anglais et il y en a beaucoup de francophones qui vont se sentir perdus dans ça. Mais tout ça pour dire, c'est que les pubs commencent, en fait, le gouvernement fédéral commence à avoir de la difficulté euh, à recruter des soldats. Euh,
Évidemment, du côté francophone, ça n'arrive. En fait, il y en a très peu qui s'enrôlent. Et même du côté du Canada anglais, plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile. Donc, malgré toutes les tentatives d'aller chercher ces soldats-là, on n'y arrive pas. De telle sorte qu'en 1917, le gouvernement fédéral va imposer une conscription. Le gouvernement fédéral, donc, va imposer un enrôlement obligatoire pour tous les jeunes hommes de 18 à 35 ans. Évidemment, il fallait être en santé. Et là, ben, ces soldats canadiens, ben, sont envoyés au front. Les soldats canadiens, ben oui, quand dès qu'ils sont d'abord envoyés vers l'Angleterre, et de là, ben, l'armée canadienne est essentiellement intégrée à l'armée britannique et on envoie les soldats canadiens vers des zones de combat particulièrement pénibles. Comme par exemple ici, ben, c'est la fameuse bataille pour une crête, donc pour une espèce de petite butte tout proche d'une ville qui s'appelle Vimy en France. C'est donc des combats qui sont extraordinairement violents et au bout de quelques semaines de combat, les Canadiens vont réussir à déloger les Allemands de cette crête-là. C'est un des endroits où les soldats canadiens vont se distinguer. Mais de façon générale, donc, cette crise de la conscription, en fait, cette conscription sera très mal perçue au Québec. Et quand on commence justement à forcer en fait, les jeunes hommes à aller s'enrôler, ben, il y aura des émeutes. Il y en aura une, par exemple, en 1918 à Québec, où il y a un affrontement entre une foule qui s'en vient littéralement prendre d'assaut un centre de recrutement et les soldats qui sont chargés de protéger ce centre de recrutement vont tirer dans la foule. 5 civils tués à Québec. Le jour de Pâques en 1918, une autre émeute à Montréal où il y aura des affrontements assez violents. De telle sorte qu'il y a énormément de tensions au Québec. Et là, en fait, ailleurs au Canada, on commence à pointer du doigt les Québécois. Et c'est un choc justement brutal entre nationalisme canadien-français et anglais. Les Canadiens anglais accusent les Canadiens français de ne pas être patriotes canadiens et les Canadiens français, bien évidemment, se sentent un peu frustrés par ça et se sentent un peu frustrés par le fait que justement, euh, par le fait qu'ils ont l'impression d'être coincés dans un univers anglo-saxon. Il y a un historien célèbre au Canada, Desmond Morton, qui a dit finalement la guerre a produit le Canada des deux nations. Il y a vraiment un braquage important. En fait, on pourrait commencer presque à parler des deux solitudes, c'est-à-dire deux solitudes, deux univers qui vont se côtoyer, mais qui ne se comprendront pas. Donc, il y a beaucoup, je dirais, puis là, c'est une interprétation que je fais, il y a une prise de conscience chez plusieurs Canadiens français qu'il n'y a plus rien à attendre euh, du Canada anglais, d'une certaine façon, et que le Québec serait aussi bien de s'organiser par lui-même. Et c'est, je ne dis pas nécessairement de devenir indépendant, mais de ne plus attendre justement après le gouvernement du Canada. Et c'est là que je vous dirais que les gouvernements du Québec vont devenir nettement plus autonomistes que collaboratifs avec le gouvernement fédéral. Alors, ces deux crises-là, la crise de Riel et la crise de la conscription, vont amener cette réflexion-là au Québec et il va toujours, puis là, vraiment, avec la crise de la conscription, ça va vraiment s'installer, je crois. Il y a une méfiance au Québec par rapport au gouvernement fédéral, une méfiance qui est très, très grande et ça va amener peut-être le Québec à se replier davantage sur lui plutôt que de tenter de s'ouvrir sur le monde. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines capsules. Voire même qu'écoutez, cette crise de la conscription va amener certains débordements. Euh, dans la mesure où au Québec, on commence à percevoir qu'au Canada anglais, on considère que le Québec est devenu un obstacle au développement du pays. Il y aura un député à l'Assemblée législative du Québec, donc au Parlement de Québec, un député qui s'appelle Joseph-Napoléon Franqueur, qui va déposer en 1917 une motion qui dit essentiellement ceci: si le Canada estime que le Québec est devenu un obstacle, cette Chambre est d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter une rupture du pacte fédératif. Donc, autrement dit, une motion souverainiste en 1917. Ça nous montre bien, évidemment, on n'a jamais voté sur cette motion et le Québec ne s'est évidemment pas séparé, mais ça nous montre bien à quel point le niveau de tension était grand au Québec en 1917, en 1918, comment on était tanné d'une certaine manière d'être perçu comme des moins que rien par le reste du Canada. Donc, le Québec va commencer à changer au début du 20e siècle. Le Québec est en profond changement. Le Québec devient davantage industrialisé, c'est vrai, mais il y a cette méfiance qui s'installe à cause probablement de la crise de Riel, à cause de la crise de la conscription. Il y a une méfiance du Québec par rapport au gouvernement fédéral et ça, ben, il fallait quand même le souligner.